Vas-y, on va faire un zoom dans le zoom de Dimitri. Bonsoir Dimitri Rangamapetchi. Bonsoir. Et bonsoir à Coralie Turpin. Bonsoir. Alors, Dimitri, votre invité de ce soir, donc. Alors, Jesmi, aujourd'hui, on reçoit Coralie Turpin, qui est professeure des écoles. Comme vous le savez, depuis déjà 2-3 semaines, on reçoit des invités, hommes et femmes, qui, dans leur spécialité, font vivre le quotidien des Réunionnais. D'accord. Aujourd'hui, Coralie, c'est une professeure des écoles. Quelque part, c'est un métier, si on regarde bien, qui dans le monde, dans le monde de tous les jours, c'est un métier qui intrigue aussi, qui passionne certaines personnes, qui veulent être devenir professeurs des écoles. Et on va décrypter avec Coralie justement toutes les facettes de ces métiers pour comprendre pourquoi tu as choisi ce métier-là, Coralie, et quel est un peu ton parcours pour arriver à ce métier-là, et comment aujourd'hui tu vis cette expérience-là. D'accord. Pour commencer, peux-tu déjà te présenter ton parcours en quelques mots? Oui, donc bonjour. Bonjour, je m'appelle Coralie Turpin, donc j'ai 32 ans et c'est ma 10e année dans l'éducation nationale. Donc quand j'ai commencé au collège de Domageau. Lorsque j'avais 18-19 ans. Et au début, j'étais assistante d'éducation. Et ensuite, au fur et à mesure, je suis devenue assistante pédagogique. Et après, j'ai décidé de passer mon concours et de devenir professeur des écoles. Et pourquoi tu as choisi ce métier? Au début, au début, c'était pas spécialement ce à quoi je me prédestinais. Donc, moi, j'avais fait une année de médecine. Mais bon, clairement, c'était pas vraiment quelque chose dans lequel je me retrouvais. Donc, au bout de la fin de l'année donc de prépa, j'ai préféré arrêter. Puis, j'ai fait une licence d'éco parce que je me suis dit que ça ouvrait un peu à tout, le temps de réfléchir. Et c'est lorsque je suis venue assistante d'éducation au collège de Domageau, je me suis dit que finalement, j'aimais bien ça. Et en même temps, je faisais beaucoup d'associatifs à Saint-Denis. Donc, j'étais beaucoup dans le milieu associatif, notamment à la RCV, où on faisait pas mal de choses pour les enfants au niveau des études et du périscolaire. Et c'est surtout ça qui m'a donné envie d'être professeur des écoles. Parce que finalement, j'étais toute la journée entourée d'enfants et d'ados. Et aujourd'hui, quelles sont les qualités que tu penses intéressantes, importantes pour exercer le métier de professeur des écoles? Oui, déjà, il faut beaucoup de patience. Beaucoup de patience parce qu'on est dans une génération où les enfants et les parents, la société finalement a beaucoup évolué. Donc, il nous faut beaucoup de patience, beaucoup de compréhension. D'essayer de comprendre les choses, d'évoluer avec son temps et de l'organisation, beaucoup d'organisation et savoir faire des choix et s'engager. Puisque c'est un métier où tu es amené à beaucoup travailler aussi chez toi, à l'école, mais non pas seulement pour la pédagogie, mais aussi pour tout ce qui est autour, tout ce qui est sorti, travailler avec les partenariats de l'école, les parents, la mairie, plein de choses. Donc, il faut savoir s'organiser et ne pas trop se laisser submerger, parce que c'est pas évident. Effectivement, donc finalement, quand tu me dis que en fait, c'est vraiment une organisation qui permet justement d'être à la hauteur au quotidien auprès des marmailles, comme on dit. Mais je suppose aussi que pour ne pas empiéter sur ta vie privée personnelle, il faut que tu arrives à vraiment bien t'organiser, faire en sorte que voilà, ce qui doit être fait pendant la période des cours n'est pas forcément fait dans la période de après, ça, c'est pas évident. Maintenant, au bout d'une dizaine d'années, j'ai pris l'habitude. Officiellement dans le public, j'ai passé mon concours dans le public en 2014. Et avant ça, donc j'étais dans le privé au collège. Et j'avoue que parfois, mon métier entre beaucoup dans ma vie privée. Mais bon, j'ai un mari très patient et c'est vrai que les maris d'enseignantes, mon mari, il m'aide et il me comprend. Mais lui-même, il est dans l'informatique, il est à son monde à lui, donc on arrive à se comprendre et à faire en sorte de garder quand même une part de privé. Mais c'est vrai que c'est pas évident. D'accord. Et du coup, comment tu qualifierais ta profession? C'est une passion? C'est un métier? C'est une vocation? Je pense, oui, une passion, vraiment, parce que c'est extrêmement difficile Après, effectivement, souvent, on voit le côté où tu es fonctionnaire, où tu as la sécurité de l'emploi. Effectivement, comme tout le monde, tu as besoin d'avoir un salaire au quotidien. Mais c'est surtout une passion et une vocation parce que c'est épuisant. On nous demande de plus en plus d'avoir plusieurs casquettes, d'être multifonction. Et donc, tu es un peu la maîtresse, mais aussi la maman, parce qu'on a dans la société, maintenant, beaucoup de parents comptent sur nous pour éduquer leurs enfants. Donc, on est aussi beaucoup éducateurs et c'est épuisant.
Professeurs, éducateurs, des fois surveiller ces marmailles. Oui, surveillant aussi, parce qu'effectivement, aussi. Nous, dans le premier degré, on n'a pas les mêmes moyens que dans le second degré. C'est vrai que dans le second degré, et c'est ça qui est parfois très embêtant, c'est que quand même, le premier degré, c'est la base, et on a beaucoup, beaucoup moins de moyens. Déjà, on est géré au niveau communal, et c'est vrai que par rapport au collège et au lycée, comme j'ai connu les deux, parce que j'ai fait aussi de la vacation au lycée à un moment donné, tu as pas tous les moyens, mais tu as beaucoup de moyens. Dans le premier degré, c'est pas forcément le cas. On va dire que c'est beaucoup de travail quotidien, on dira. Oui, voilà, et beaucoup d'impôts. Et d'ailleurs, Coralie, actuellement, dans cette période de coronavirus, comment ça se passe? Quelles sont les répercussions sur ton métier au quotidien? Est-ce qu'il y a des règles particulières à suivre? Oui, craintes par rapport Après, moi, à la base, j'ai été formée et je suis une enseignante de maternelle. Donc, pour moi, les gestes au quotidien, l'hygiène, tout ça, ça n'a pas apporté grand-chose parce que je le faisais déjà. Se laver les mains avant de rentrer en classe. Pour moi, c'était... En plus, ces dernières années, j'ai eu 4 ans de CP et avant ça que de la maternelle et on se lave les mains tout le temps. Après c'est vrai que là maintenant on a des protocoles où on doit faire attention à l'hygiène. Donc après là ça c'est plus du ressort de la mairie de nettoyer régulièrement les tables, la ventilation et tout ça. Après les gestes barrières effectivement ça a été quelque chose de nouveau mais moi ça m'a pas forcément gênée. D'accord. Après, le souci, c'est clairement dans la cour, on n'a pas forcément moyen pour, et dans la cour, ils sont tous ensemble, quoi. Donc, au niveau des gestes barrières, c'est pas évident quand ils sont petits. Donc, les enfants ne portent pas forcément de masque Non, c'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Et très franchement, moi, je le porte au quotidien toute la journée. Et depuis, je suis beaucoup plus fatiguée qu'avant, ça c'est sûr. Parce que ça prend beaucoup d'énergie, il faut que tu articules plus, que tu parles plus fort. Moi, j'ai la chance d'avoir une voix qui porte. Oui. C'est pas forcément le cas de tous. Et heureusement, mais déjà avec une voix qui porte, moi, ça me fatigue beaucoup plus. Je rentre chez moi, je suis KO, quoi. J'entends bien. Et d'ailleurs, pour parler de ta journée, quelle serait une journée type d'une professeure des écoles? Une journée type, déjà, je me lève extrêmement tôt. Mais bon, après ça, c'est un héritage de ma maman. Donc, moi, déjà, je me lève en 4h et 5h du matin, donc je prépare ton sac et tout ça, toutes les préparations sont faites. En plus, moi, j'ai pas le choix, comme je me suis aussi engagée dans un parcours de formateur où je serai amenée bientôt à former des jeunes enseignants. Après, je le fais déjà un peu officieusement, mais donc il faut que j'ai mes affaires prêtes pour l'école, dans mon sac aussi, mes affaires prêtes pour les étudiants, mes affaires personnelles. Ensuite, donc, je quitte la maison. En plus, j'ai déménagé, maintenant, je suis un petit peu plus loin. Et puis, à l'école, déjà, on arrive, on installe ses affaires. Souvent, on essaie de pas être en retard parce que c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas forcément évident. Surtout qu'il y a, donc la circulation en plus que je n'avais pas avant. Donc, en fait, moi, quand je dis que je suis en retard, en fait, j'arrive plus à 8h. Normalement, on devrait être là à -10. D'accord. En école maternelle, on commence à -10 et en élémentaire, on a des surveillances, on a un roulement. Donc, officiellement, on commence à 8h, mais en fait, je devrais être là déjà à -10. Ensuite, là, on accueille les élèves, il y a une première partie de travail, donc la récréation, une autre phase de travail où sinon on change de matière et tout ça, et puis la grande récréation, et puis l'après-midi. Puis là-dedans, tu as tout ce qui est projet pédagogique. Donc, tu suis le programme, mais moi, en tout cas, et même plein d'enseignants, on met en place pas mal de projets. Donc, il y a un temps de travail aussi sur ces projets. Et souvent, c'est l'après-midi. Ce programme, justement, qui doit être dispensé au sein de ton école, de ta classe, c'est un programme qui change régulièrement ou tu vois les ajustements qui se font au fil des années ou sinon, c'est des programmes? Les programmes, c'est une demande de l'institution. Donc, oui. On n'a pas le choix. On suit les programmes qui dépendent tout simplement du gouvernement et de notre ministre de l'Éducation nationale. Ministère de l'Éducation nationale. Voilà. Donc, là, il y a eu un nouveau programme en maternelle, il me semble, en 2018 et en élémentaire en 2019. Donc, on va dire... qu'il y a eu des réajustements parce que c'est pas forcément... On va dire qu'il y a des formes qui changent, il y a des choses qui deviennent plus prioritaires. Effectivement, là, on est dans l'ère où il y a beaucoup tout ce qui est langue vivante étrangère, tout ce qui est... c'est vrai que, et surtout le français, les mathématiques sont importantes aussi, mais c'est vrai qu'on doit amener les enfants à maîtriser beaucoup de langues étrangères. Après, moi, dans mon enseignement, évidemment, il y a la place du créole aussi qui est quand même importante, puisque tu as plein d'enfants, surtout en maternelle, qui ne maîtrisent pas la langue française, donc il faut faire les deux, parce qu'ils mélangent les deux, en fait. Et d'ailleurs... Comment vois-tu, toi, ce programme-là? Est-ce que tu penses qu'on peut améliorer le programme qui est dispensé ou est-ce que tu penses qu'il y a des ajustements à faire? Est-ce que la qualité de l'enseignement qui est dispensé, selon toi, le programme,
répond vraiment aux attentes des... Écoute, après, il y a des essais. Ça ne répond pas à tout. Après, c'est vrai que nous, ici à La Réunion, on a une culture, on a des besoins qui ne sont pas forcément les mêmes que la France métropolitaine, mais on suit, c'est un programme qui est national. Donc après, on a quand même, ce qui est bien dans notre métier, la liberté pédagogique qui te permet quand même de suivre le programme, mais d'amener ta patte. Donc après, c'est à chacun d'entre nous de faire son possible pour que la classe avance au mieux. Et là, particulièrement avec tout ce qui a été le confinement et tous ces derniers temps, on va dire que le début d'année a été particulier et c'était à nous, en fait, d'ajuster les choses. Puisqu'on n'a pas pu prendre le programme directement, on a eu beaucoup, quand même, du retard parce que la classe à la maison, ça a été un épisode quand même particulier. C'est assez difficile pour les mamans de cet âge-là de pouvoir suivre un enseignement à distance quand même, surtout si on n'a pas forcément l'habitude de le faire. Effectivement, déjà, tu as beaucoup de familles qui ne sont pas encore équipées finalement au niveau informatique. Et ça a été compliqué parce que on est pourtant baigné dans tout ce qui est... tout le monde a Internet, Facebook, les réseaux sociaux et tout ça. Tout le monde a un téléphone. Mais finalement, il y a des familles qui n'ont pas d'ordinateur portable. Et ça a été pas évident. Parce qu'il y a des enfants sur qui on n'a pas pu forcément, entre guillemets, poser la main. C'est-à-dire qu'on a vraiment une rupture et on n'avait pas forcément de nouvelles de la famille. Et ça n'a pas été évident à gérer. Et même pour les autres. Et en plus, moi, l'année dernière, j'avais des CP. Et faire la classe à distance avec des CP, en fait, ça a été faire la classe avec les parents. D'accord. Ça a été vraiment faire la classe autrement. Et les parents étaient présents. Et de toute façon, on avait besoin d'eux, puisque de toute manière, des CP ne savent pas encore forcément lire et tout ça. Et oui, ça a été une expérience vraiment particulière. Rappelle-moi, tu es enseigne depuis combien de temps ? Officiellement 6 ans, sinon on va dire que ça va 10e rentrée. 6 ans. Une question peut-être, Jismi ? Non, je disais, on est déjà à la moitié de cet échange, 10 minutes. Ce que je voulais dire, on parlait de cours à distance. On sait que l'instruction, c'est le travail que vous avez à faire. Ajouter l'éducation à ça aujourd'hui, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué parce que je pense que pour certaines personnes, l'école doit faire tout. Et l'école, finalement, fait tout. Et c'est finalement même pas de la malveillance de leur côté, mais ils attendent aussi qu'on éduque les enfants. Alors, justement, pourquoi l'éducation nationale ne prend pas aujourd'hui position de dire « nous, on fait de l'instruction et non pas de l'éducation » ? Parce qu'aujourd'hui, quand il y a un problème, c'est l'école qui est responsable de tous les maux. Oui, ça, effectivement, l'école est responsable de tous les maux de la société, ça, c'est vrai. Mais après, même quand moi-même, j'ai été dans tout ce qui est périscolaire, donc dans l'éducation, en tant qu'éducatrice, en fait, on est amené finalement en classe à mêler les deux. Normalement, on ne devrait pas faire autant d'éducation, mais on est amené quand même, parce qu'on a aussi un rôle d'information, on a un rôle où on fait passer des messages, tout ce qui est, surtout dans les écoles publiques, la laïcité, tout ça, il faut finalement qu'on donne cette part d'éducation aux enfants. Mais c'est vrai que de plus en plus, on en fait peut-être trop. Alors, je termine sur cette question-là, parce que enrober l'instruction dans l'éducation, c'est pas quelque chose de simple. Et en plus, quand ça marche pas, c'est sur vous qu'on tape. Oui, ça, malheureusement, on a l'habitude ces dernières années de... Après, moi, je pense que c'est un manque de communication beaucoup entre certains parents et l'école, qui sont un peu dans une rupture où on attend beaucoup de nous, mais finalement, on ne sait pas trop ce qui se passe dans les classes. On ne sait pas trop, en fait, finalement, quel est le rôle de l'enseignant. Mais dans nos compétences, il y a une compétence à un moment donné où on doit, entre guillemets, être des éducateurs. Quand ça ne marche pas, c'est votre faute, mais quand ça marche, personne ne dit que c'est grâce à vous. Oui, bon. Mais non, quand même, certains parents, non, pas tout le monde est il faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Certains parents, surtout là, depuis le confinement et même bien avant, ça, j'ai bien vu, même quand j'étais assistante d'éducation au collège, il y a des parents qui se rendent compte du travail qu'on fait et qui sont là pour nous soutenir. Quand même, heureusement. Et d'ailleurs, Coralie, quel rapport tu as avec les parents ? Il y a des réunions de parents d'élèves qui s'organisent au cours de l'année. Est-ce que tu as une discussion permanente avec les parents ? Écoute, cette année, ça a été particulier parce que de par la Covid, on n'a pas pu organiser des réunions de classe dans les classes, mais ça, on le fait tous les ans. Du coup, là, c'est beaucoup de communication par mail et par téléphone.
puisque on doit éviter au maximum donc ce brassage d'individus dans les écoles pour éviter de faire circuler le virus. Mais c'est au quotidien, normalement, en temps normal, on a une réunion en début d'année. Oui. Ensuite, on a des réunions quotidiennement, périodiquement pour parler des évolutions des enfants, de ce qu'on fait dans les classes. Donc, c'est à peu près une fois par période. Et une période chez nous, c'est entre 8 et 6 semaines. D'accord. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de revoir des élèves que tu as suivis dans ta classe, sur leur parcours un petit peu au fil de l'eau, voir comment ils ont abouti? Oui, et après parfois ça fait plaisir. Donc souvent je croise des élèves que j'ai eus au port, mais qui étaient en maternelle, qui sont maintenant un peu plus grands. Et c'est surtout les collégiens que je croise. Et certains m'ont fait des demandes d'avis sur les réseaux sociaux. Ça fait plaisir de voir ce qu'ils sont devenus. Parfois, on a des mauvaises surprises et des mauvaises nouvelles aussi. Il y a quelques années, il y a une des élèves, parce qu'il y a un moment donné où j'ai aidé beaucoup à préparer le brevet et j'ai même participé à faire des passages pour les enfants qui ont des mi-temps, c'est-à-dire qui ont un problème et qui ont un quart-temps en plus. Ouais. Et j'ai connu une élève qui est morte sur la route des Tamarins dans des circonstances assez dramatiques. Et ça a été difficile. Ça a été une période qui m'a permis de revoir des élèves, des parents, des collègues, mais pas dans des choses, voilà. C'était pas terrible, quoi. Dernière question, peut-être. Première question, il vous reste 5 minutes. Coralie, j'ai vu aussi que tu étais engagée cette année aux élections municipales à Saint-Leu. Pourquoi cet engagement politique à côté de ton parcours de professeur des écoles? Alors, juste ajouter, on peut lier ça un petit peu à l'engagement de l'étudiante ou pas? Mais oui, tout à fait, puisque déjà il y a pas mal d'enseignants qui sont devenus des hommes et des femmes politiques. J'en connais quelques-uns. Et moi, en fait, c'est depuis ma période étudiante où j'étais déjà un peu étudiante et un peu aussi... je travaillais, c'est-à-dire à mi-temps, ce qui me permettait, parce que moi, je viens d'une famille qui est pas non plus très riche, donc, et mon père, surtout mon papa, m'a donné cette valeur du travail, et pour moi, il était essentiel de travailler aussi au début à mi-temps pour payer un peu mes études et pour payer un peu mes caprices, on va dire, et parce que je pense que c'est important à un moment donné quand t'es étudiant de pas compter que sur tes parents, parce que ils sont là pour nous aider, mais après c'est à nous aussi de faire notre parcours. Et oui, effectivement, quand j'étais étudiante, j'étais à l'UNEF, qui était déjà une organisation un peu apolitique, mais où tu avais déjà un engagement, où j'ai toujours voulu mettre en avant mes idées et défendre certains principes. À un moment donné aussi, pas très longtemps, mais aussi auprès de l'association du Guet Bello, dans ce qui est la défense des femmes. Oui, effectivement. L'UFR. Oui. Au niveau de l'UFR. Et puis, après, à un moment donné, on va me dire, plus mis mes études en avant et j'ai laissé un petit peu ce côté. Mais qui a été très intéressant, qui m'a permis de connaître auprès de Gilles Leperlier, Paul Vergès, de l'avoir vu en vrai en tant qu'étudiante. C'est vrai que ça marque qu'on soit d'accord avec ses idées ou pas. C'est vrai que avoir rencontré un personnage politique aussi fort et avoir échangé avec lui, c'est vrai que dans une vie, ça peut marquer, oui, effectivement. Donc, je peux vous en parler aussi si vous voulez. Je peux déceler quand même peut-être une petite tendance plutôt à gauche chez toi, ou sinon c'est vraiment un début de parcours qui a commencé. Non, moi c'était un début de parcours. Enfin, effectivement, je travaillais à la LM2 à l'époque. Et puis c'est ceux qui étaient le plus présents sur le campus. En tout cas pour moi. Après effectivement il y avait d'autres organisations étudiantes, mais moi ce sont eux que j'ai plus vus. Donc à un moment donné ça m'a donné envie d'aller les voir. Alors LMDA, c'est ça? LMDE, c'est la mutuelle des étudiants. Donc, c'est ce que je voulais préciser pour ceux qui nous écoutent. Oui, voilà, c'est la mutuelle. En fait, c'est la sécurité sociale pour les étudiants. Au final. Je crois qu'on l'a supprimé et je crois qu'ils sont revenus. Je crois que la sécurité a récupéré l'assurance qui couvre les étudiants. À un moment donné, en fait, c'est entre guillemets le concurrent en face qui avait disparu et qui est revenu. Bon, après la LMDE, en fait, depuis le début, a toujours été en place. D'accord. Écoute, Coralie, je pense que finalement, le fait d'avoir reçu ce plateau, ça va permettre à tous ces étudiants qui rêvent d'avoir un parcours comme le tien, d'être professeur des écoles. Je pense que tu as réussi à les inspirer, à les donner envie, je pense, d'exercer ce métier-là.
Justement, là-dessus, quand on regarde le parcours de Coralie Turpin, on voit qu'elle a une trajectoire où elle a envie de s'engager. Elle a que 32 ans. Oui, c'est un métier d'engagement, oui. En fait, pour tout. Je pense que c'est important mais que ce soit au quotidien, même si on n'a pas forcément les mêmes idées, s'engager que ce soit dans un métier ou dans une vie politique, je crois que c'est important, puisque ça nous amène aussi, finalement, pas exister dans la société, et surtout à donner son avis. C'est très important. Qu'est-ce qu'elle a envie de faire pour elle, pour sa famille et pour la Réunion? Pour moi déjà, moi pour l'instant ma vie me convient très bien. Moi, je suis très bien avec mon mari. Bon, après peut-être il nous manque peut-être 1 ou 2 enfants. Pour ma famille, j'espère que mes parents sont fiers de moi. Bon, en tout cas, j'ai tout fait pour, et j'ai essayé de porter le message de mon papa, qui a été un agriculteur et qui a beaucoup travaillé. Et face à quelqu'un comme ça, on peut pas dire que on reste sans rien faire. C'est l'influence des parents aussi qui est très importante. On n'a pas le droit de se plaindre, surtout. C'est ça? Oui, non. En fait, il faut y aller. À un moment donné, je pense que nous devons forger nous-mêmes notre propre destin et se lever et y aller, quoi. En fait, il faut pas attendre. Quand vous regardez devant, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous avez envie de voir? Un avenir pour nos jeunes quand même. Moi là, j'ai une petite nièce et c'est vrai que même pour mes élèves, je me dis il faut laisser quelque chose, une société pour eux, quand même quelque chose d'un peu positif, parce que c'est vrai qu'en ce moment, moi je parle pas mal par rapport à mes activités associatives, à beaucoup de jeunes qui croient plus en l'avenir, même à des moins jeunes qui sont vraiment dans le pessimisme, et je pense que il faut pas s'arrêter là, quoi, parce que si on pense comme ça, c'est fini, quoi, on laisse tomber. Non, il faut essayer de voir plus loin et être positif au quotidien dans tout ce qu'on fait. Et d'ailleurs, Coralie, pourquoi j'ai souhaité t'inviter sur ce plateau? Parce que je pense que beaucoup de personnes vont se reconnaître sur ton parcours. On voit que tu es une personne qui a, pour vraiment réussir dans la vie, s'est donné les moyens, a voulu faire un travail conséquent pour l'éducation, pour passer ton concours. Donc, je pense que ça peut inspirer une génération aujourd'hui qui peuvent se dire, voilà, quand on veut y arriver, on peut y arriver. Et je pense qu'à La Réunion, on a beaucoup de jeunes qui veulent aussi porter une voix pour La Réunion, apporter leur pierre à l'édifice. Et quelque part, cette émission, le Zoom de Dimitri, c'est aussi pour mettre en avant ces personnes-là, ces jeunes-là qui ont du talent, qui peuvent faire vivre La Réunion. C'est important, surtout ne jamais se contenter, parce que moi, il y a pas trop longtemps, un élève m'a dit oui, mais moi, mon papa travaille pas. Moi, mon papa était agriculteur, et il cumule un deuxième emploi, il était gardien de nuit, et ma maman était femme de ménage, et ça ne veut rien dire. Puisque l'école est un ascenseur social et il faut s'en servir. Mais après, il faut bouger aussi et pas attendre. Voilà. Merci, Coralie Turpin. Merci également à Dimitri Pecci pour cet échange. En tout cas, j'espère que ça donne des idées, ça donne des envies surtout à vous. Merci de nous avoir écoutés. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.